La diaspora congolaise, une mine pour booster l'émergence économique. Hier, une question. Aujourd'hui, de plus en plus, une affirmation des Congolais, par les Congolais en général, mais surtout par ceux de la diaspora. Et c'est cette assertion qui se confirme à travers le rapport qui sera bientôt publié, le rapport intitulé « La diaspora congolaise, un potentiel inexploité pour le développement ». Bien sûr, c'est un rapport de la plateforme Congo na Paris. Donc Congo na Paris est aujourd'hui sur Bioane. Pour en parler, bienvenue à vous, mesdames et messieurs, à ce dossier de la rédaction. Bienvenue, Steve Mbouyi. Merci Julie. Deux invités sur ce plateau. D'abord Charlotte Kalala, directrice communication RSRE, à SK Global Investment Congo également consultante en communication, mais également une autre casquette, œuvrant également dans des œuvres socio-humanitaires, actrice dans la lutte contre le cancer. À ses côtés, Martin Moufali, senior associate dans un Big Four, mais également détenteur d'un master en International Business Géostratégique, également membre de Congo na Paris, qu'il a rejoint depuis 2022. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par l'initiatrice et fondatrice de la plateforme Congo na Paris. On voit Congo na Paris qui n'est presque plus à présenter. C'est des shows, c'est des aspects culturels. Il y a des débats. Finalement, on en arrive aussi à un rapport sur la diaspora, ce qu'elle peut apporter dans son pays d'origine. Finalement, on se demande, est-ce qu'on a redéfini ce concept Congo na Paris ou on ne l'avait pas bien cerné? Qu'est-ce que c'est Congo na Paris? Alors, Congo na Paris a commencé tout d'abord comme un petit mouvement. On est parti d'un constat qui était que on ne parlait pas suffisamment correctement du Congo. On avait une certaine vérité qui n'était pas juste parce qu'on mettait les projecteurs sur tout ce qui était négatif concernant le Congo. Et après ma première visite au Congo, je me suis rendu compte que tout ce qu'on dit est vrai, mais n'est pas total. Et donc, il fallait trouver le moyen de montrer une autre vérité tout en respectant la réalité congolaise, mais une autre vérité sur le Congo. Et on a commencé par un salon de la culture. Et aujourd'hui, on est bien plus que ça. On est devenu une plateforme qui, je l'espère, va rester incontournable et qui a pour objectif de montrer le meilleur du Congo et de créer un lien entre le Congo, la diaspora et l'Europe. Parler des deux Congos. Tout à fait. Voilà. Alors, 5 ans après l'implantation, quels sont les acquis? Alors aujourd'hui, on a un acquis qui est déjà très important, c'est l'image. Il y a 5 ans, lorsqu'on tapait sur les moteurs de recherche Congo, il n'y avait que des informations négatives qui étaient très liées au crime, très liées à la corruption, très liées à la guerre. Le Congo, c'était un pays de guerre. Je peux dire qu'on a contribué à changer cette histoire, cette image, parce qu'on a payé, on a créé des contenus afin que ces contenus sur le digital puissent changer. On n'est pas les seuls, bien évidemment, mais on y a contribué. Donc déjà ça, c'est le fait aussi d'organiser un événement au standard européen et d'avoir des Africains qui disent que les Africains sont capables d'organiser quelque chose de bien. Il y a aussi le fait de montrer une autre image du Congolais, car avant il était considéré comme un danseur, un footballeur, un artiste, un chanteur. Mais aujourd'hui avec Congo na Paris, on peut mettre les projecteurs sur des architectes, sur des hommes et des femmes qui font la fierté du Congo, la fierté de l'Afrique par extension. Et c'est aussi un impact direct sur les sociétés, dans le sens sur les populations, quand on a des individus qui disent « je suis fier d'être congolais, je veux rentrer, je veux visiter ». Pour moi, dans un premier temps, notre plus grande victoire, c'est déjà ça, d'avoir su transformer un petit peu, d'avoir contribué à la transformation de l'image du Congo auprès de la diaspora et des Africains. Parmi ceux que vous avez réussi à convaincre, il y a Martin. Exactement. Il revient pour la première fois en RDC après 14 ans. Il n'en a que 24. Donc, lui aussi avait reçu que des informations dans un sens par rapport à la République démocratique du Congo. Finalement transformé. Il est membre depuis le début de cette année. Très actif. De Congo na Paris. On devrait vous dire bravo pour le travail. N'est-ce pas? Parce que là, c'est une illustration. Alors, vous-même, lorsque vous arriviez, vous aviez été choqué? Évidemment, on est inondé de plein d'images très négatives du Congo. Comme dit Charlotte il y a un instant, elles sont vraies, mais elles sont partielles, ces images. Et bien évidemment, on est choqué par l'extrême pauvreté, par l'état qui n'est pas forcément bon, mais on est aussi choqué, plutôt surpris
positivement par beaucoup de choses, par beaucoup de projets qui émergent. Et je pense que c'est important d'avoir ce deux discours, hein, de ne pas seulement voir tout en noir, mais entre le noir et le blanc, il y a tout un panel comme ça de nuances et ça peut faire un beau tableau, voyez-vous. Justement, Martin, est-ce que la rencontre, c'est votre rencontre avec Charlotte qui était comme un leitmotiv, comme un réveil, un éveil en vous, se dire, ben, tiens, je peux rentrer au Congo, c'était peut-être déjà au fond de vous, il fallait juste un boost. Qu'est-ce qui vous a motivé davantage? Nous sommes au mois de novembre. J'ai intégré Congo à Paris en janvier ou février. Vous voyez, en si peu de temps, c'était plutôt un impact de Congo à Paris. Je ne peux pas, évidemment, il y avait une envie qui émergeait à moi pour pouvoir revenir, mais dans cette envie, Congo à Paris a été très très décisif hein, pour mon retour. Enfin, mon retour, en tout cas, on peut dire que c'est un retour. Oui, c'est un retour en réalité. 14 ans après, c'est énorme. J'ose pas le dire, j'ose pas le dire. C'est énorme. Mais c'est un retour, c'est un retour. Voilà. Et justement, vous mettez du vôtre dans cette construction de l'image positive, mais surtout en travaillant, vous êtes parmi les rédacteurs de ce rapport qu'on attend, vraiment de tous nos voeux, les diasporas congolaises, un potentiel inexploité pour le développement. On va le décortiquer. Bien sûr, on va le décortiquer. C'est un gros document de 30 pages d'abord. C'est assez épais, c'est assez épais. Et qui démontre en amont que la diaspora est une des provinces de la RDC. C'est vous qui l'avez décidé comme ça? C'est ça. La diaspora est la 27e province de la RDC. Vous savez, c'est assez simple. Hein. Vous avez dans un premier temps, je vais prendre l'exemple très intéressant, l'exemple de la province du Lualaba. Le province du Lualaba qui a été démembré avec au Katanga. Oui, le grand Katanga. Pour faire très court, la province du Lualaba, aujourd'hui, est environ à 1 600 000 habitants. Les recettes publiques produites par la province de Lualaba est autour de 148 millions de dollars américains. C'est notre capitale du cobalt. Écoute, exactement. C'est une ville minière. En comparaison, la diaspora congolaise, chiffre officiel qu'on peut retrouver auprès de l'EDIF, une agence européenne, en comparaison, la diaspora congolaise est à 1 800 000. Ça, c'est officiel. Je ne vous dis pas tous les ressortissants congolais qui sont dans des situations irrégulières, mais bon. Tout à fait. D'accord? On serait beaucoup plus. Oui, qui passe par... En matière d'argent, la contribution économique de la diaspora avec les transferts de fonds, nous sommes à 2 milliards, nous étions à 2 milliards en 2019 de contributions, ce qui représente 4% du PIB. Vous voyez, donc quand on fait une comparaison, on peut se dire que la diaspora congolaise est une province, la 27e province. Un potentiel pourtant inexploité. Alors, il y a des parties, il y a 3 parties. Steve, peut-être qu'on commence par la première partie où on parle des origines et des états des lieux. Quelles sont ces origines? Les origines, il faut définir déjà le mot diaspora. C'est très vague. Alors, la diaspora, il y a une notion qui est liée à la diaspora, c'est la notion de l'engagement. Quand on est diaspora, quand on vit à l'étranger et qu'on n'est pas engagé, on ne se considère pas comme une diaspora. On est quelqu'un de neutre. Donc l'origine de la diaspora a été, il faut définir les termes, les définitions d'une part, mais aussi la théorie de la congolité. J'en perds ma voix, pardon, excusez-moi. La théorie de la congolité, c'est que les Congolais, le Congolais est défini comme une personne qui se retrouvait sur le territoire congolais après l'indépendance. Une fois que cela est dit, donc, tout Congolais qui est à l'étranger est Congolais. Indépendamment de la nationalité acquise à l'étranger. Voilà. Ça, c'est l'état des lieux qu'il faut faire. Et effectivement, les chiffres que je vous ai donnés correspondant à 1 600 000 et autres. Du coup, ça vous met très très à l'aise hein, de vous identifier en tant que tel. Je ne sais pas comment on peut me dire que je ne suis pas congolais. Je ne peux pas entendre ça. C'est impossible. Alors, vous vous sentez congolais. Alors, il y a un adage qui dit, pour ceux de la diaspora, je ne vis plus au Congo, mais le Congo vit en moi. Vous partagez cet avis? Non, Zara, la Congo. Je suis au Congo hein, tout le temps. Tout le temps. Oui. Je vis le Congo, je suis congolais, je me réveille avec le Congo, je me couche avec le Congo, je suis congolais. Enfin, vous savez, hein, on a la chance d'avoir des technologies aujourd'hui qui nous rapprochent beaucoup plus et nous vivons congolais, vraiment. Justement, cet état des lieux que vous faites, comment est-ce que vous le repartissez de manière générale? Est-ce que vous sentez que même au sein de la diaspora congolaise, certains se sentent beaucoup plus congolais de par leur origine ou simplement du fait de porter cette nationalité? Comment est-ce que vous vous définissez de manière un peu générale?
La diaspora est plurielle. Hein. C'est ça. La diaspora est plurielle. Chacun de nous a une réalité vécue, un quotidien différent. Et donc, on ne peut pas, exactement, on ne peut pas penser cela de manière linéaire. Non. Donc, moi, j'ai la chance, ou la chance, je ne sais pas, mais moi, je suis né ici, je suis parti de l'autre côté. Il y a des personnes qui sont nées là-bas, qui n'ont pas forcément les mêmes rapports avec moi. Vous voyez et donc, on ne peut pas penser que c'est pareil pour tout le monde. Elle est vraiment plurielle. Ah oui, Charlotte, vous, dans vos thématiques, vous avez même développé Zongamboka avant de parler de Tonga. Pour compléter ce qu'il disait, et vraiment la diaspora elle est plurielle et le discours aussi va être différent car on a plusieurs catégories dans la diaspora, mais celle qui est la plus négative, c'est ceux qui ont vécu des choses compliquées ici au Congo et qui ont dû émigrer pour des raisons de santé ou des raisons économiques. Ils voient les choses différemment. Ils voient vraiment les choses différemment et quand bien même le pays peut évoluer, pour eux, le souvenir du Congo, c'est un souvenir négatif. Et donc, on ne peut pas leur en vouloir que ce qu'ils vont partager sera négatif. Mais c'est à eux aussi que notre génération, on doit leur dire que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du passé et que nous sommes là aussi pour contribuer à changer cette narrative. On change le narratif là-bas, mais sur place aussi, lorsque vous rentrez, vous sentez que des choses sont faites dans ce sens-là. Déjà, le fait qu'on ait exclu le visa, forcément, que ce soit sous condition atterri sur sol congolais, ça a dû alléger la tâche à beaucoup. Alors, c'est vrai que le gouvernement a mis en place des actions pour améliorer, si je peux dire ça comme ça, l'arrivée des Congolais d'origine, de la diaspora, en tout cas au Congo, mais il y a encore pas mal de choses à faire. C'est-à-dire quoi, entre autres? Déjà, l'information sur cette histoire de visa, elle n'est pas complète. Donc, encore il y a 2 jours, une Française d'origine congolaise me demandait où est-ce qu'elle peut avoir cette information-là. Donc, déjà, dans la vulgarisation des informations et de toutes ces actions qui sont mises en place, il faut créer un canal qui va permettre à ce que la diaspora puisse retrouver toutes ces informations. Vous me direz les ambassades, mais on n'y est pas encore. Mais est-ce que, contrairement aux années précédentes, est-ce que vous sentez quand même que, du point de vue des autorités, il y a beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de volonté à faciliter les choses? Bon, il y a cette volonté, on ne peut pas dire le climat des affaires a évolué, mais on avance encore tout doucement. Mais bon, on va rester positif. On va rester positif et se dire que c'est l'accumulation et c'est l'association de toutes ces actions qui vont permettre un réel changement. Mais on est en train d'arrondir les angles entre ceux de la diaspora à qui on accuse d'appliquer le principe de copier-coller et des Congolais qui peut-être ne sont jamais sortis et qui trouvent que c'est assez brusqué. On est en train de se comprendre, ça fonctionne? C'est un processus. Ah c'est ouais. un processus. Il ne faut pas s'attendre par une baguette magique que les choses changent. C'est un processus et c'est comme ça. On faut attendre le temps, ça prendra. Et c'est un travail de fond. Et d'éducation aussi, parce qu'il y a des choses aussi que la diaspora, des actions que la diaspora a posées qui étaient négatives, qui ont blessé les Congolais, quand bien même nous sommes tous Congolais. Et il y a des réparations à faire et ça passe par l'échange et ça passe par justement Totonga, Mboka ensemble. Et donc ça passe par ne pas dire qu'on est d'un côté et les autres de l'autre. Ça passe par trouver ce milieu, ce petit milieu où ensemble on s'assoit, on discute, on échange et on se dit là c'est bien, là c'est pas bien, là il faut faire comme ça et comme si. Les Congolais connaissent mieux l'histoire du Congo que nous, connaissent mieux les réalités congolaises que nous et la diaspora ne peut pas se permettre de se dire qu'on va faire ça en fait. Et c'est vraiment ensemble qu'il faut faire les choses. Qu'est-ce que la diaspora apporte pour être ce potentiel inexploité? Qu'est-ce qu'elle propose, si on veut? L'apport de la diaspora s'articule en trois axes. Le premier, c'est les transferts de fonds. Vous savez, les envois de fonds, comme je vous ai dit il y a un instant, en 2019, la diaspora a envoyé 2 milliards. Et ces envois en économie, on dit que les transferts de fonds sont contracycliques. Ça veut exactement dire que quand il y a la crise, on voit que les envois d'argent augmentent. Ce qui est différent des aides financières reçues par FMI et la Banque mondiale. Quand un pays est en crise, sous condition d'ailleurs. Exactement, vous voyez. Donc c'est vraiment un levier assez important. Ça, c'est la première contribution. La deuxième contribution, ça porte sur les échanges commerciaux. Dans le rapport, on a fait une étude de cas sur le quartier parisien Château-Rouge. Vous savez, c'est un pôle commercial panafricain. Et je vais vous surprendre parce que dans ce pôle panafricain, les Congolais
sont en 3e position parce qu'ils détiennent 7,6% des commerces de Château-Rouge. Ils ont perdu à Matongué. On est toujours à Matongué, alors que nous ne sommes même pas de colonie française. Pas au premier rang, peut-être pas. Pas au premier rang. Et vous voyez, ces agences, ces commerces parisiens détenus par les Congolais participent justement aux échanges commerciaux. Ils vont importer des pagnes fabriquées par des couturiers locaux. Et de l'autre côté, ils vont exporter, je vous dis des bêtises, des habits, des chaussures de France en RDC. On a des échanges commerciaux qui se créent. Le 3e apport de la diaspora, c'est les transferts de compétences et de savoirs. Vous savez, nous avons un panel de personnes, des médecins, des ingénieurs, de personnes très fins, des experts dans des domaines qui sont de l'autre côté et qui, par moment, viennent au Congo pour pouvoir donner des cours aux universités, participer à certaines actions. Et ça, c'est aussi un apport qu'on doit considérer à sa juste valeur. Transfert d'argent, oui. Mais c'est informel, ça se passe entre individus. Non. Quoi est-ce que ça profite directement à l'économie? Quel est l'impact? C'est exactement ça. Vous savez, ce que je vous dis, ce n'est pas informel d'abord d'une part, parce que là, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Ce sont des chiffres qui passent par, vous connaissez les agences qui font des transferts des fonds. Et ça, c'est formel. Mais la partie informelle, c'est aussi un tonton qui va arriver avec $500 en poche, qui va donner à la tantine sur place ou à l'angle. Et donc, voilà. Et donc ça ne rentre pas dans les 2 milliards, dans les calculs. Et vous posiez la question sur l'impact. Oui. Il y a 80% de familles qui reçoivent de l'argent de l'Europe, utilisent cet argent pour se nourrir. Et donc ces transferts de fonds luttent contre la pauvreté. Ça, c'est un fait, ça existe, vous le verrez dans le rapport. Et aussi, par ricochet, par effet domino, ces fonds sont utilisés pour l'éducation des enfants, sont utilisés pour lancer des commerces. Et il y a un impact direct, en tout cas, il y a un lien direct, vous me permettez, entre les transferts de fonds et la croissance économique d'un pays. Les transferts de compétences, ceux de la diaspora reviennent à Kinshasa dans le cadre de la formation, l'éducation et autres. Mais quelle est votre vision justement, quelle est la vision peut-être de votre plateforme au sujet de pouvoir emmener un plus grand nombre avec plus de facilité au niveau de la diaspora, au niveau de Paris par exemple? Ramener la population locale au niveau de Paris? Voilà. Alors déjà, nous souffrons d'un vrai problème, nous souffrons de la fuite des cerveaux. Ah oui. Nous avons nos jeunes qui partent. Ils sont contents, je le vois ici à Kinshasa, on va jouer à un jeu pour pouvoir partir en Europe ou aux États-Unis, on le voit. Et c'est triste parce que c'est la fuite des cerveaux. Ce que propose Congo à Paris, c'est le recrutement des cerveaux. C'est que les personnes qui sont à l'étranger, de nationalité congolaise, ou qui ont une affinité avec le Congo, puissent revenir. Le leitmotiv de Congo à Paris, c'est servir la nation. C'est ça qui est important. Donc peut-être que plus tard, on proposera des connexions entre les deux côtés, mais le but d'abord, dans un premier temps pour nous, c'est de recruter les cerveaux qui sont malheureusement partis de l'autre côté, parce que nous en avons besoin. On ne peut pas nourrir la maison voisine si on ne se nourrit pas assez. Donc commençons à nous nourrir nous-mêmes avec nos cerveaux et nous verrons le reste. Vous demanderez à un professeur qui enseigne à la Sorbonne, qui enseigne à Harvard, de revenir au Congo pour enseigner à l'université de Kinshasa. Il a moins de $2000, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vais rebondir dessus, c'est que notre volonté, elle ne peut pas être juste utopique et juste dans les paroles. Elle a besoin d'un accompagnement gouvernemental et financier et en termes de moyens aussi. Parce qu'en effet, un professeur de Harvard peut avoir cette volonté de venir apporter son savoir au Congo. Mais à côté, les conditions de travail, tout ça, c'est important. Nous, en tant que plateforme, on ne peut pas lui assurer ça. Mais le gouvernement peut faire quelque chose. Et vous faites des démarches dans ce sens-là? Alors, dans un premier temps, il fallait d'abord crédibiliser notre plateforme. Il fallait faire justement récolter toutes ces informations et maîtriser notre sujet. Et ensuite, une fois qu'on le maîtrise, il fallait faire un rapport et aller maintenant vers... Chose faite, vous êtes crédibilisé? Moi, je pense que oui. Mais du moins, du côté communication, ça, c'est assez crédible. Oui, et puis on a déjà rencontré aussi différents acteurs politiques avec qui on échange déjà, avec qui on travaille déjà. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je reste convaincue, on a déjà échangé même avec des grandes autorités de ce pays. Et le président lui-même, qui est dans cette dynamique d'encourager la diaspora à rentrer, nous a déjà encouragés dans ce sens-là. Donc je pense juste que c'est un processus qui va être mis en place et ensemble, on va
pouvoir jouer notre partition en tout cas. Parlons des échanges commerciaux. Oui. C'est vrai que nous, ici, on peut ramener quelques tenues conçues par nos tailleurs ici. De l'autre côté, les tissus ne sont pas nôtres. Tout. Bon, ça, on peut s'en passer. On ramène de l'autre côté. Mais la quantité et même le montant est plus important dans le sens d'entrée et non de sortie. C'est un problème macroéconomique. Ouais. On est sur la balance commerciale dans tout un pays. On ne peut pas faire reposer la balance commerciale de la RDC sur l'épaule de la diaspora. C'est clair. C'est pas possible. Effectivement, de manière globale et macroéconomique, nous importons plus que nous exportons. Et comme vous voyez, nos exportations, c'est des exportations minières. Donc c'est un problème qui doit être géré d'abord plus au sommet de l'État avec un cadre macroéconomique planté. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourra justement importer plus dans le cadre du privé. Voilà. Mais on ne peut pas tout faire reposer sur la diaspora, du moins pas sur la balance commerciale de tout un pays. Ça serait trop nous surestimer. Mais à mon sens. il y a lieu de mener des plaidoyers dans ce sens-là. Écoutez, nous on pense que c'est bien de faire des rapports, c'est bien de parler, mais il faut aussi faire des propositions. Donc nous, le plaidoyer de Congo-Na Paris, nous en avons 4 principalement. Donc la première recommandation pour nous, c'est la recommandation qui porte sur le Diaspora Bond. Alors le Diaspora Bond, je ne vais pas être très lent parce que ça serait un peu technique. Allez-y. Ça consiste en fait, ce sont des obligations de l'État. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui, pour emprunter de l'argent sur le marché financier mondial, c'est un peu compliqué, pour des raisons que nous connaissons tous. Et nous remarquons que la diaspora moyenne, un membre de la diaspora peut avoir sur son compte en épargne 1 932 € par an. Quand on fait le calcul entre 1 982 €, on multiplie par le nombre de la diaspora, nous avons une somme, tenez-vous bien, de 3 milliards à notre disposition. La RDC peut demander à sa diaspora d'euros, non pardon, de dollars américains. Ok. La RDC peut demander auprès de sa diaspora de lui prêter cet argent. Si on prend 19 €, si chacun de nous mettait 19 €, nous serons à 333 millions. Je vous laisse faire un projet avec ces 333 millions. Donc c'est possible. Ça s'appelle la Diaspora Bond. C'est quelque chose qui a été réalisé au Nigeria, en Éthiopie, au Ghana aussi. Ça existe déjà. Et donc nous, on peut lever des fonds auprès de la diaspora pour pouvoir financer des projets. La deuxième proposition, deuxième recommandation, ça porte sur un sujet qui est un peu équitable, c'est le sujet de cumul de nationalité. Nous pensons que la double nationalité n'a aucun sens. En revanche, ce que nous proposons, c'est le cumul des nationalités. C'est mieux. Pourquoi je dis cela? On va prendre un exemple. Un tonton d'origine congolaise qui habite à Paris, une tontine d'origine congolaise qui habite à Bruxelles, se retrouvent dans une fête de baptême en Allemagne. Et effectivement, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, ils font un mariage, ils ont un enfant. Cet enfant sera d'origine française, belge. Si l'Allemagne a le droit du sol, sera aussi allemand. Mais comme c'est d'origine congolaise, cette personne doit aussi être congolais. Autant Et donc, cumuler. Hein. c'est pour cela autant cumuler et pas la double nationalité qui est plutôt restrictive à mon sens. C'est une proposition que nous avons aussi mise sur la table. La Ça vous met mal à l'aise quand même. Hein, Bah, écoutez, vous vous sentez un peu comme stigmatisé. Comme stigmatisé. Hein. Moi, encore une fois, je dis, j'aimerais bien voir la personne qui va me voir droit dans les yeux et me dire, Martin, vous n'êtes pas Tu congolais. n'es pas congolais, franchement. Mon père était un officier de police, j'ai sillonné le RDC, je suis un enfant de la République et il faut être culotté pour me dire droit dans les yeux, je ne suis pas congolais. Et ça, c'est une stigmatisation que je ne me permets pas. Alors sûrement, autant que ça vous laisse, ça laisse également plusieurs Congolais. Avec votre plateforme, justement, par rapport à tous ces plaidoyers que vous menez déjà, comment est-ce que vous travaillez justement avec toutes ces diasporas de manière directe, de manière plus impliquée, pour ne pas se limiter, la caricaturer à ceux qui font partie de votre plateforme? Alors, il faut savoir que on n'est pas une structure qui va dire, voilà, on veut récupérer toute l'attention autour de nous. On est très ouvert, on travaille avec différentes associations, différentes plateformes. Chaque jour, on en rencontre de nouvelles et on essaie de voir comment on peut s'entraider, comment on peut ensemble, justement, appuyer, présenter nos projets et ensemble les porter. Le but, c'est pas de dire que c'est Congo-Na Paris qui a porté le projet. Le but, c'est de dire que c'est la diaspora. Donc, on ne veut pas non plus dire que nous représentons la diaspora congolaise. Non, on fait partie des différentes structures qui représentent la diaspora congolaise et on est ouvert. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'on est ouvert à créer des synergies afin qu'ensemble, on puisse arriver à notre objectif commun qui est de contribuer au développement économique et social de la RDC.
Je reviens à vous, Martin Moufali, vous avez cité 2 recommandations, il en reste 2. La troisième recommandation, ça porte sur un programme national, Charlotte en parlait il y a un instant, un programme national de gestion, de transfert des compétences. C'est-à-dire que Congo Paris ne peut pas financer ce professeur d'Harvard ou de la Sorbonne pour donner cours à l'UNIKIN. En revanche, il s'agirait de mettre en place un programme national où cette personne sera prise en charge par l'État. C'est du bénévolat, hein, pas rémunéré. C'est-à-dire qu'on prend son transport, on prend son logement, on prend ses frais sur place. Le minimum. Exactement, le minimum. Et cette personne pourra effectivement, pas seulement donner cours, mais travailler dans des institutions congolaises, nationales et autres. Et ça peut justement développer l'envie d'un retour définitif au fur et à mesure. Mais travailler dans les institutions, c'est un peu plus politisé, qu'on se le dise. Ça changera la vision d'ailleurs des choses. Parce qu'ici, apparemment, on ne nomme que ceux qui font partie des sphères politiques. Familles politiques, oui. Voilà le discours qui doit être changé, qui doit être modifié, évolué. Donc on est là pour ça aussi. On ne peut pas se dire qu'il y ait des castes de communautés, des groupuscules de personnes qui peuvent prendre le Congo en otage. Eh bien non, les institutions de l'État doivent être ouvertes à tout le monde. Tout le monde, mais des personnes compétentes. On est là aussi pour apporter ce discours, apporter ce nouveau regard. Donc ça fait partie de programmes de gestion, de transfert des compétences qui doivent être mis en place pour faciliter justement les choses. Et la dernière recommandation de Congo Paris, ça porte sur la mise en place d'un label public pour pouvoir certifier ce qu'on appelle la philanthropie congolaise. Vous savez, il y a des gens qui envoient de l'argent, pas pour construire des maisons, pas pour faire la fête, mais juste pour donner. C'est des dons. Et donc ces personnes, ces agences, ces associations doivent être labellisées par l'État congolais pour pouvoir faciliter les dons venant de l'étranger. Une fois que l'association Martin Moufali a un label, je peux facilement lever des dons auprès d'autres personnes parce qu'ils auront confiance. C'est ça qui est important dans la philanthropie, c'est la confiance. Quand on vous donne de l'argent pour pouvoir aider les orphelins, on veut savoir si vraiment cet argent a été utilisé à bon escient. En fait, bien de vouloir savoir si vraiment, et les mots sont bien choisis, je le pense, parce que certains viennent... On s'est fait à peine une idée s'il n'avait que 50 € pour aller visiter les enfants. Mais franchement, il a peut-être à peine 2 petites bouteilles d'eau à donner aux enfants. Mais ce sont des photos qu'il faut ramener de l'autre part. Et les communautés locales pensent que c'est des moyens pour les exploiter en vue de se faire de l'argent de l'autre côté. Le volume de dons est tout petit, alors que le volume des photos sur les réseaux sociaux est énorme. Les communautés locales, comme je le disais, Julie, sont devenues très méfiantes parce que c'est justement que l'image que les Congolais ont. Mais comment est-ce que vous travaillez justement pour arriver à un changement? Un changement. Bon, moi, je pense que c'est une question. Dans ce domaine. Dans ce domaine-là, je vais laisser Charlotte Kalala répondre à cela parce que Charlotte, évidemment, elle est dans ses œuvre, œuvres, hein. Effectivement, c'est la personne la mieux placée, casquette, évidemment. la mieux placée pour en parler ici, je pense. Moi, je pense sincèrement que déjà, il y a énormément d'associations, il y a énormément de structures. Donc, ça doit être mieux encadré par l'État. Et comme il l'a dit, lorsqu'il y a un label sur une structure et que cette structure est dans l'obligation de fournir des rapports, des suivis financiers et des actions qu'elle mène, moi, si je suis diaspora et que je sais que en dehors des photos, je peux demander à la structure, est-ce que je peux avoir un rapport je ne sais pas, je vous ai donné 1000 $, 1000 €. Vous nous aviez dit que vous aviez besoin de 150 000. Est-ce qu'on peut voir ce que vous avez fait? C'est ce qui est très important, c'est d'arriver à the end que ce ne soit pas que les photos qui parlent, mais qu'il y ait des rapports écrits et qu'il y ait un suivi de cette structure de l'État qui va accompagner, ou peut-être qu'elle existe déjà, hein, mais encore une fois, il y a un problème de communication, il y a un problème on ne sait pas qui s'occupe de ça. Crise de confiance, voilà. Une crise de confiance. Et pour que la diaspora puisse faire confiance à ces structures, il faut vraiment qu'il y ait une législation tout autour qui soit ferme. Et ce que manque notre pays, c'est parfois de fermeté. Donc un peu plus de fermeté sur la gestion des associations, je pense que ça va beaucoup nous aider. Personnellement, qu'est-ce qui vous a frustré, par exemple, dans vos descentes? On l'a dit également, vous êtes également actrice dans la lutte contre le cancer. On sait, par exemple, la lutte en République démocratique du Congo. Il y a un problème de sensibilisation, d'appropriation. Comment est-ce que vous comptez travailler également avec les communautés locales? Alors, pour la lutte contre le cancer, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que
particulièrement dans les communautés noires et surtout religieuses, on associe les maladies à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est négatif, donc, et c'est un tabou. Donc les gens ont du mal à en parler. Donc déjà, le premier niveau est déjà chamboulé. Ensuite, il y a un second niveau, c'est le niveau sanitaire. Les gens ne sont pas accompagnés. Le fait que les gens n'en parlent pas, donc les gens ne connaissent pas la maladie. Les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Les gens n'ont pas d'informations pour se soigner, même naturellement. Même pour se faire dépister. Même, seulement. voilà, juste pour se faire dépister. On est en Afrique, on a des plantes qui, moi, j'ai été victime de cancer et je faisais venir des plantes du Congo en France pour me soigner, alors qu'il y a des Congolais qui sont là, qui pourraient en bénéficier. Donc, il y a ça aussi, cette vulgarisation du pouvoir, si je peux dire ça, de nos plantes et de nos ressources naturelles. En tout cas, en ce qui concernait le cancer, c'était ça. Et aussi, c'est la méfiance des gens. La méfiance des gens sur le sujet. Les gens ne se disent que voilà, peut-être qu'on va aller en parler derrière. C'est tellement tabou, le cancer, que je ne sais même pas comment on peut mieux lutter contre le cancer si l'État ne décide pas de créer une agence de lutte contre le cancer qui va faire justement ces campagnes de sensibilisation, mais dans les familles, dans les hôpitaux. Et c'est vraiment de l'éducation, encore une fois. Alors, il y a finalement un contraste du côté éducation entre ici et là-bas, Oui, ça dans la n'a rien à mesure voir. où là-bas, on est un peu plus ouvert. Il y a moins de tabous, il n'y en a pas. C'est Tandis ça. que dans le mental ici, c'est qu'on est assez cachotière. Je pense aussi que les institutions religieuses doivent jouer aussi leur rôle sur ce sujet-là en ce qui concerne le cancer et de ne pas toujours tout mettre sur le dos du diable. Voilà. C'est pareil avec le VIH-Sida, par exemple. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une part de spiritualité dans toute chose. J'en disconviens pas, mais il faut aussi accompagner quelqu'un. C'est vrai qu'il y a la délivrance, il y a la prière, mais à côté de ça, il y a des traitements, il y a il y a le cancer. Pour lutter contre le cancer, il y a une grosse part de psychique aussi. Donc, il y a aussi tout ce qu'on va dire à cette personne-là pour l'encourager, qui va lui permettre aussi de vaincre la maladie. Ça passe aussi par la foi. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à faire et je pense que le pays doit s'organiser. Il y a la partie spirituelle, religieuse, la partie légale, si je peux dire ça, l'État, et il y a les familles. Vous aviez parlé des plantes que vous faisiez venir d'ici. Ça m'a quand même fait tiquer. Ça veut dire que déjà, même avec Covid, on a vu quand même cette floraison des produits qui devaient aller de l'autre côté parce que justement, ça soignait. Mais finalement, les canaux, c'est le bouche à oreille. C'est le Pourtant, bouche à les oreille. effets sont réellement escomptés. réseaux sociaux, Est-ce le bouche à que au niveau de Congo, Napari, on pense aussi à aller dans ce sens-là lors des échanges commerciaux ou quoi, à vouloir amplifier des connaissances sur ce dont nos terres regorgent, en termes aussi des plantes, parce que ça aussi, c'est une vraie mine inexploitée. Alors, durant les salons de Congo-Napari qui sont organisés chaque année, on a des exposants qui exposent justement ces différentes plantes. Ça leur permet aussi de parler directement avec tous les visiteurs qui sont présents. Donc, les salons sont une belle plateforme sur les réseaux sociaux aussi. Lorsque ces différents exposants nous le demandent, on fait des publications à ce sujet et on fait également des mailings, une newsletter informative. Congo-Napari, c'est également des échanges. C'est vrai que vous avez, dans votre vision des choses, à apporter aux Républiques démocratiques du Congo. Mais est-ce qu'à un moment, ce flair-là ne monte pas dans votre chef de se dire, nous avons également peut-être à apprendre beaucoup plus de la terre, de l'origine, qui pourrait influencer justement votre vision et votre manière de faire. Est-ce que vous vous sentez également à un moment comme apprenant? Mais en fait, ça serait insultant de débarquer dans un pays en se disant « je suis omniscient » avec un ton paternaliste. Ça n'a aucun sens. L'une des valeurs cardinales de Congo-Napari, c'est la co-construction. Je vais peut-être vous choquer, la RDC n'est strictement rien sans la diaspora. Mais la RDC n'est strictement rien sans la population locale. En réalité, la RDC est quelque chose uniquement lorsque les deux travaillent ensemble.
C'est ça la co-construction que nous prenons, la communion, la co-construction. C'est un processus, hein, et on ne peut pas débarquer dans un pays, encore une fois, en disant je sais tout, je n'ai rien à apprendre. Et Ça pour n'a ma pas de part, sens. ça fait 1 an que je suis installée à Kinshasa. Elle est rentrée, hein, voilà. à Zongalamboka, à Définitivement. travail ici. Voilà. Et donc vraiment, il y a ce que je connaissais et ce que je suis en train d'apprendre et ce que je continue d'apprendre. Et c'est pour ça que c'est sans prétention vraiment qu'on parle. C'est vraiment, on a une volonté qui est commune à tous les Congolais. Je pense que nous tous, on veut que le pays avance. Nous tous, on veut que nos enfants, nos petits-enfants se sentent plus à l'aise dans le pays. Et ce serait la fierté de tous que demain, lorsqu'on cite les grands pays africains, qu'on puisse citer la RDC ou le Congo, Brazzaville, c'est notre volonté à nous tous. C'est juste, nous, on s'est positionnés en se disant, à notre niveau, que pouvons-nous faire ? Et nous avons décidé qu'avec nos petites compétences, si on se réunit tous ensemble, on pourra réussir à faire quelque chose de grand. Donc c'est vraiment... Et se réunir tous ensemble, ce n'est pas uniquement la diaspora. C'était dans un premier temps la diaspora. Et maintenant, enfin pas maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on le fait, c'est la diaspora, les sociétés locales, la population locale. Et bien sûr, après, on va chuter sur les décideurs locaux. La fierté congolaise, c'est également la langue. Comment est-ce que Congo Napari compte peut-être vulgariser le lingala pour que le lingala soit, traverse les frontières? C'est vraiment la fierté congolaise. Ça, les musiciens ont assuré. Hein. Voilà, franchement, Congo Napari, pour la langue, les musiciens ont assuré sur ce coup-là. Et puis, le lingala, c'est pas la seule langue non plus. Tout le monde parle un peu de lingala aujourd'hui en Europe. Des petits mots. Comme disait Charlotte lors de la session, Ouais. dans quelle maison parle pas lingala en France? Oui, franchement, même le plus raciste des Français connaît un petit mot de lingala. Exact. Mais ce qu'on met en place également, c'est durant nos salons, on a des associations qui soient belges ou qui soient françaises qui ont développé des jeux ou qui ont développé des cours de langue et qui apprennent le Chiluba, le Kikongo, le Lingala à toutes les personnes qui souhaitent le faire. Donc de temps en temps sur nos réseaux sociaux, on partage leur publicité et lorsqu'ils sont présents sur le salon, les gens peuvent s'inscrire et démarrer directement l'apprentissage. C'est vrai que vous deux, vous parlez lingala avec des substrats assez nuancés quand même. Mais alors, à quand la publication de ce rapport, la diaspora congolaise, un potentiel inexploité pour le développement? Eh ben, ce sera pour 2023. Donc là, notre premier objectif, c'était de le finir, d'en parler. On va encore le faire circuler auprès de certains spécialistes pour qu'ils puissent nous apporter leur encouragement et ensuite le déposer auprès des autorités compétentes afin de voir comment on peut matérialiser ce rapport. Ça serait une escroquerie intellectuelle si je ne vous dis pas que c'est Charlotte Kalala qui fait la préface du rapport. Mais voilà, là, ça serait Il faut le dire, même si c'est rédigé par moi, mais une bonne partie d'une préface, j'ai eu l'honneur d'avoir la préface de Charlotte sur le rapport et c'est important d'avoir l'avis de personnes qui connaissent le domaine, quand même, qui sont dans le domaine. Vous continuez à tâter le terrain pour revenir aussi vous installer plus tard? Bonne question. Qui mérite une réponse. Mais pour ma part, je tiens à le dire, hein, vraiment, je suis très fière de Martin. Merci Et beaucoup. Martin, c'est aussi, c'est vraiment l'exemple des différents membres de Congo Napari. Chacun est entré avec des a priori sur le Congo. Et moi-même, j'ai commencé avec des a priori. Et l'amour pour le Congo, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas laissé juste l'amour pour le Congo. Au-delà de l'amour, il faut passer à l'action, il faut passer à la motivation. Et au-delà de l'action, c'est aussi le partage. Et c'est vraiment ça. Et Martin, c'est vraiment l'exemple même que peu importe les a priori qu'on a sur le Congo, une fois qu'on s'entoure des bonnes personnes qui ont le bon discours et qui vous disent les bonnes choses sur le Congo, vous allez commencer à aimer le Congo différemment et après l'avoir aimé, vous allez avoir envie de le découvrir et ensuite de passer à l'action. Et c'est l'exemple même de Martin qui met son potentiel au service du pays. Voilà ce qu'on attend de tous les Congolais de la diaspora, mais ce qu'on attend aussi des Congolais d'ici. Hein. Évidemment, ce n'est pas que la diaspora. Le Congo va se construire avec ceux de la diaspora également, mais avec ceux également qui sont au niveau local. Il est strictement rien sans les Congolais. Il est strictement évidemment rien sans la diaspora. C'est une synergie, les compétences mises ensemble, le Congo ira de l'avant. Voilà. Et c'est la fin. Des mots Merci. d'espoir, d'encouragement. On vous retrouve très vite. Bon succès à ce rapport. On attend la publication. Merci. Alors,
Congolaises et Congolais, on en a fini pour ce dossier de la rédaction. Nous vous retrouvons très